jeunesse de Montréal et chers partenaires et invités, bonsoir. Je vous remercie d'être avec nous ce soir pour le lancement du tout nouvel avis du Conseil jeunesse de Montréal sur l'utilisation des systèmes de décision automatisés par la Ville de Montréal, assurer une gouvernance responsable, juste et inclusive. Je me présente, je m'appelle Rizwan Khan et je suis membre du Conseil jeunesse de Montréal et j'aurai le plaisir d'animer cette soirée avec vous. Encore une fois, je l'ai mentionné au début, mais je tiens à rappeler là, que cette séance sera enregistrée tout au long de la soirée. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, le Conseil jeunesse de Montréal est une instance consultative là, qui conseille les élus et l'administration municipale depuis maintenant 17 ans sur les préoccupations des jeunes Montréalaises et Montréalais âgés de 12 à 30 ans. Le Conseil jeunesse lui-même est composé de 15 membres bénévoles qui ont des profils diversifiés, intéressés par le développement de leur ville. Ils sont tous nommés par le Conseil municipal. Au cours des dernières années, le Conseil jeunesse de Montréal a formulé de nombreuses recommandations sur divers sujets variés, notamment la question du racisme et de la discrimination systémique, le logement abordable, la mobilité durable, l'utilisation des espaces vacants, et j'en passe. Mais ce soir, nous sommes rendus au lancement de notre 27e avis. Et oui, déjà le 27e et bien d'autres à venir. Donc, pour le déroulement de la soirée, nous allons tout d'abord avoir une présentation de notre président, M. Benjamin Herrera, qui va nous présenter brièvement le contenu de l'avis ainsi que les recommandations que nous avons émises à l'égard de la Ville de Montréal, suivi d'une allocution de Mme Nathalie Goulet, membre du comité exécutif, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse, à venir prendre la parole. Ensuite, nous avons, dans le but d'approfondir sur le sujet, qui est assez complexe, avec nous deux invités, dont la rédactrice elle-même de l'avis, Mme Lynn Nantel, doctorante en études urbaines au Centre Urbanisation Culture Société de l'Institut national de recherche scientifique, ainsi que M. Jonathan Durand-Folco, professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul. Et vous qui nous suivez à la maison, vous aurez l'occasion de nous poser vos questions et de participer. Et cela va se faire durant la période des questions publiques et je vais vous donner les consignes pour vous expliquer comment cela fonctionne, mais plus tard en soirée. Encore une fois, pour les personnes qui viennent tout juste de se connecter, je vous rappelle de garder votre micro fermé tout au long de l'événement, et ce, pour éviter toute perturbation. Donc, sans plus tarder, j'invite Benjamin à nous faire une brève présentation du contenu de l'avis, ainsi que des recommandations que nous avons formulées à l'égard de la Ville de Montréal. Donc, Benjamin, à toi la parole. Merci beaucoup, Rizwan. Premièrement, bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous remercier au nom de tous les membres du Conseil jeunesse de Montréal de votre présence en grand nombre ce soir. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment l'aboutissement du travail collectif, des grands efforts de toute l'équipe du Conseil pendant plus d'une année. Et c'est réellement un avis qui aborde de front un sujet qui est omniprésent dans notre société, mais qui demeure cependant assez opaque pour la plupart d'entre nous qui ne sommes pas experts ou expertes en la matière. Ce soir, nous discuterons donc de technologie et plus précisément de systèmes de décision automatisés, un concept qui sera démystifié un peu à travers ma présentation, mais beaucoup à travers les interactions de nos panélistes experts et expertes que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui parmi nous. Ce qui est intéressant avec ce sujet-là, c'est que le discours populaire qui entoure l'utilisation de technologies dans un contexte municipal regorge vraiment d'images qui nous renvoient vers un futur dystopique de surveillance continue des citoyens et citoyennes avec des caméras biométriques. Malheureusement, pour les amateurs de science-fiction parmi vous, le scénario type qu'on vous présente dans la vie ne se rapproche pas vraiment du film Minority Report. Par contre, il examine de front la question de l'adoption de plus en plus rapide et de plus en plus répandue des technologies, ainsi que des conséquences parfois connues, parfois inconnues de l'intégration de ces technologies assistant ou se substituant à la prise de décision humaine dans le contexte municipal.
Fondamentalement, ce que notre avis réclame, c'est l'ouverture d'un dialogue éclairé dialogue éclairé et transparent entre les jeunes Montréalais, Montréalaises, les élus comme partie prenante sur un enjeu qui va façonner et transformer nos villes pour les prochaines années. Donc, si on passe à la méthodologie qu'on a employée durant cet avis, ce qu'on a réalisé, c'est une analyse documentaire qui portait sur les enjeux reliés au système de décision automatisé, ainsi qu'une douzaine d'entrevues semi-dirigées avec des organisations ou des spécialistes. Peut-être certains d'entre vous sont présents parmi nous, donc je vous remercie de votre contribution à l'idéation. Et j'en profite pour remercier chaleureusement la personne qui a fait toute cette analyse documentaire ainsi que les entrevues, Mme Lynn Nantel, qui est une de nos deux panélistes invités, qui a vraiment abattu un travail colossal. Donc, un grand merci, Lynn. Brièvement, on peut regarder la structure de l'avis. Donc, la première étape, c'était vraiment d'établir un chapitre de définition et de faire un petit récapitulatif de l'évolution des technologies axées sur les données pour partir sur une base commune, tout le monde ensemble, vu la complexité de ce sujet. Par la suite, ce qu'on a regardé, c'est l'usage des technologies dans et par les villes. Premièrement, puisque les villes sont réellement des bancs d'essais des technologies, de regarder en quelle mesure on y fait des essais technologiques. Et deuxièmement, de se rapprocher d'un contexte qui est celui des services de police et des technologies qui revient beaucoup dans le discours populaire. Par la suite, on s'est déplacé vers l'analyse, donc les constats, les enjeux et l'impact des technologies qui représentent, à mon avis, le cœur de la vie, et pour ensuite se déplacer vers une solution, donc l'explicabilité comme principe phare d'une gouvernance responsable. Vous allez beaucoup entendre ce terme d'explicabilité, du droit à l'explication ce soir. C'est une des solutions les plus importantes que l'on présente et qu'on suggère aux élus de la Ville de Montréal par rapport à la gouvernance des SDA et des données. Justement, en parlant du rôle de la Ville de Montréal, nous avons également examiné les pouvoirs et les leviers qui sont disponibles parce qu'il y a des solutions et on s'est inspiré pour ce faire d'initiatives inspirantes mises en place dans 5 grandes villes au profil diversifié. Tout ça culmine avec 15 recommandations qui sont soumises aux élus de la Ville de Montréal afin d'encadrer l'utilisation des SDA dans un contexte municipal. D'ailleurs, les 15 recommandations sont disponibles dans l'avis qui est lui-même disponible en ligne. Donc, abordons de front le concept de système de décision automatisé. L'image de la ville intelligente a vraiment été élevée sur un piédestal depuis le tournant du millénaire à titre d'objectif pour plusieurs plusieurs métropoles, dont Montréal. Et le problème un peu avec ce buzzword-là, c'est qu'il ne fait pas référence à un modèle de planification urbaine précis. Ces caractéristiques centrales, on peut les identifier, c'est celle de l'amélioration de la planification, de la gestion et de la prestation des services qui sont offerts par la ville à leurs citoyens à travers le recours aux technologies envers lesquelles on fait cependant preuve d'un enthousiasme qui est débordant, un optimisme qui est débordant et qui peut être sujet à certains problèmes. Mais toutefois, c'est vraiment le recours qu'on privilégie pour répondre aux grands défis du 21e siècle. Par contre, plutôt, l'émergence du modèle de la ville intelligente vient apporter son lot de défis, et plus particulièrement sur le plan de la protection de la vie privée et des libertés individuelles. Au niveau de comment aborder un sujet aussi expansif que les technologies, on a réfléchi à l'utilisation d'un concept qui était englobant comme prémisse de base de notre angle de recherche, d'où le choix du concept de système de décision automatisé ou SDA, dont la définition est celui d'un système composé de données et d'algorithmes dont la fonction est d'aider, d'assister ou de remplacer la prise de décision humaine. Il fallait justement avoir une prémisse de base parce que sinon, ce discours-là, il devient très éparse et très difficile à comprendre. Finalement, une autre des prémices de base de l'avis, c'est que l'utilisation des données et des SDA implique souvent le concept du renseignement personnel, qui lui-même est un concept légal qui vient ajouter une couche législative à la vie. Donc, le renseignement personnel, ça concerne une personne physique et ça permet indirectement ou directement son identification. Donc, voici peut-être les concepts avec lesquels on va jongler tout au long de la présentation de cet avis.
Alors, le prochain aspect qu'on a regardé, c'est l'utilisation des technologies dans un contexte municipal et l'examen des prémices qui sont souvent mises de l'avant pour justifier le recours aux technologies, soit la poursuite de l'efficience et d'optimisation dans la prestation des services par les villes. Ce qui est important, à notre avis, puis ce qui est important de l'avis de tous les experts qui se penchent sur le sujet, c'est de balancer les bénéfices et les préjudices qui peuvent jaillir de l'utilisation, de la collecte, du traitement et de la marchandisation indirecte des données des citoyens et citoyennes. Et donc voilà, avoir une bonne balance à ce niveau. Au niveau d'exemples d'utilisation de SDA, parce que tout ce discours peut sembler un peu détaché de la réalité, quels sont des exemples d'utilisation de SDA dans un contexte municipal? Il y a des choses très banales, comme des logiciels qui sont intégrés dans les services internes. On peut penser à du traitement de demandes citoyennes, on peut penser à de l'analyse de territoire urbain, l'amélioration des services aux citoyens et citoyennes à travers des mécanismes dont la plupart d'entre nous ne se rendent pas compte qu'ils sont présents dans notre vie. On peut aussi penser à des capteurs, des objets qui sont connectés dans l'espace urbain. À Montréal, on a la présence du LAPI, donc le lecteur automatique de plaques d'immatriculation, le LabVie, qui lui est justement ce lab où on va avoir un banc d'essai pour les technologies et des caméras de reconnaissance biométrique qui, elles, ne sont pas nécessairement présentes en aussi grand nombre ou du moins à Montréal qu'elles le sont à Londres ou dans certaines métropoles chinoises. Mais voici des exemples de l'utilisation des SDA dans un contexte municipal. Puis, ce qui est bien important de mentionner, c'est que dans les travaux qu'on a menés, il y a la reconnaissance du potentiel bénéfice que les technologies peuvent apporter aux villes. Par contre, l'argument qu'on soulève, c'est juste de dire que plus les technologies prennent une place importante dans le fonctionnement de l'appareil municipal, plus il est important d'en assurer une gouvernance juste, inclusive et responsable. Alors, pour passer à quelque chose qui est un peu plus dans le discours populaire, le cas particulier des services de police et des technologies. C'est vraiment un très bon exemple que celui-ci. Il est très probant en raison de l'impact potentiellement très élevé qu'a une interaction entre un citoyen et un service de police municipal. Et si on rajoute à cela une couche d'utilisation technologique, on peut facilement revoir les thèmes de la fiabilité, de la relation de confiance entre les services de police et les citoyens qui ressurgissent. Donc, c'est sûr que les SDA ouvrent la porte à des nouvelles méthodes policières avec des promesses accomplies ou non de sécurité accrue et une meilleure efficacité dans la lutte contre la criminalité. Globalement, on peut vraiment diviser en deux types de technologies, celles qui sont utilisées par les services policiers. Donc, premièrement, des technologies de police prédictive qui vont cibler des lieux où sont susceptibles d'être commises des infractions ou encore des individus qui sont susceptibles d'être impliqués dans des infractions. Aux États-Unis, on a l'exemple de Predpol, de Palantir, qui sont deux logiciels qui sont utilisés par des services de police dans des grandes métropoles américaines. Au Canada, on a Geodash, le Saskatoon Police Predictive Analytics Lab. Et il est important de mentionner peut-être ici que le SPVM ne fait pas l'utilisation de telles technologies pour le moment. D'un autre côté, on a les technologies de surveillance qui, elles, vont permettre l'identification d'objets, de déplacements, de personnes, de sons, par la juxtaposition de technologies algorithmiques avec des caméras de surveillance. Donc, à ce moment-là, l'exemple classique qui vient en tête, c'est des technologies de reconnaissance biométrique qui permettent d'identifier des citoyens dans une foule, mais le LAPI, le lecteur automatique de plaques d'immatriculation, tombe dans cette catégorie-là, tout comme des capteurs sonores qui peuvent être portés à une utilisation de respect des réglementations de nuisance dans un quartier, par exemple. Et un aspect qui est bien important avec les services policiers, leur recours aux technologies, et qui est en sous-texte de tout ce chapitre-là, ou cet examen de l'interaction des services de police et des technologies, c'est qu'il y a souvent un recours à des fournisseurs privés afin de fournir ces logiciels SDA au corps policier, qui, lui, peut amener un problème de transparence, de propriété des données collectées, et de l'explicabilité de la finalité de ces données. Donc ça, on va en discuter un peu plus tard, mais vraiment, cette interaction entre le public et le privé, elle est importante comme notion à retenir et c'est un enjeu, là, évidemment.
finalement, un grand exemple problématique avec les technologies de police, qui malheureusement a été un cas de figure qu'on voit beaucoup dans le discours populaire dans d'autres juridictions qui ont adopté de telles technologies, c'est la présence de biais algorithmiques dans ces technologies qui vont créer des enjeux de discrimination ou de biais et qui vont contribuer à affaiblir la relation de confiance entre les corps policiers et les citoyens et citoyennes. Donc, voici le lien parfait avec les enjeux. Le premier étant la discrimination, les biais algorithmiques. Puis, ce que ça vient faire, c'est affaiblir la perception rationnelle et neutre que l'on a des SDA. Parce que si on utilise des SDA, c'est parce qu'on veut s'éloigner d'une prise de décision humaine qui a un potentiel d'être biaisée. Oui, évidemment, la poursuite d'efficacité, mais aussi parce que, admettons, dans des interactions avec les services policiers, on a des inquiétudes par rapport aux biais qui peuvent affecter des citoyens. Souvent, de façon disproportionnée, souvent, malheureusement, ou plutôt, il y a des cas de figure qui démontrent que certains SDA sont biaisés, soit à travers la conception du logiciel par des programmeurs ou encore à cause des jeux de données sur lesquels ils sont entraînés. Et malheureusement, ça affecte de façon disproportionnée les groupes minoritaires et les personnes racisées, ce qui contribue à affaiblir, encore une fois, la relation de confiance et ce qui a l'effet inverse que ce que les SDA prétendent ou visent à combattre. Un deuxième enjeu, c'est la protection des renseignements personnels et de la vie privée des citoyens et des citoyennes. Donc là, on peut penser à l'anonymisation déficiente des données identificatoires ou encore à la possibilité de les désanonymiser. Donc, soit par des processus de triangulation ou d'agrégation des données, on se ramasse avec une possibilité d'identification du citoyen qui est d'autant plus problématique si ces données-là sont par la suite dans les mains d'un fournisseur privé qui peut les utiliser à des fins commerciales. Le sous-texte de tout ça, c'est aussi qu'il y a un cadre législatif qui est en besoin de modernisation au Québec et au Canada. Il y a des efforts de modernisation qui ont été faits très récemment, mais c'est sûr que le régime qui encadre le droit à la vie privée a été chaudement éprouvé par l'émergence rapide des technologies. Un troisième enjeu, c'est l'atteinte aux libertés, donc une surveillance accrue qui vient entraîner des risques à la liberté d'expression, d'association, de libre circulation. Et c'est drôle parce que c'est une menace qui nous semble beaucoup plus distante à Montréal. Mais si on pense à des recours technologiques dans des juridictions qui ne sont pas si lointaines que nous, puis quand on pense à l'identification de manifestants dans des foules, ben voici une limite potentiellement assez contraignante sur la liberté d'association, par exemple. Changement de slide. Donc, un quatrième enjeu, parce qu'il y a plusieurs enjeux, vous en rendez compte, c'est le concept de fiabilité et d'efficacité des SDA. Donc, c'est la raison même des SDA. On les amène parce qu'on veut assurer un processus et des services qui sont efficaces. Malheureusement, on a souvent une difficulté d'accès au code source ou aux jeux de données des fournisseurs, de par des protections légitimes qui découlent du droit à la propriété intellectuelle ou encore d'ententes bilatérales qui sont signées entre les villes et ses fournisseurs. Ce que ça cause, c'est que ça empêche partiellement l'évaluation des SDA par les villes quant à leur fiabilité ou à leur marge d'erreur qui est présente. Et donc, on s'en retrouve à avoir peut-être parfois une confiance aveugle en le fonctionnement des SDA et à quel point elles remplissent leur mission initiale. Ça crée un déficit de transparence, une certaine opacité et ce qui est souvent jumelé, malheureusement, à une absence de débat public là, vraiment éclairé à ce sujet. Finalement, on l'a abordé, les partenariats avec des entreprises privées. Donc, la propriété des logiciels et des données collectées, c'est un enjeu. De plus en plus, on voit l'émergence des villes comme des bancs d'essai. Donc, ces ententes bilatérales, multilatérales, elles augmentent. Et il y a aussi un phénomène de rapport de force entre les parties. Donc, oui, les villes, les grosses métropoles ont une influence, mais si on pense à des géants du web qui sont des fournisseurs de technologies, de logiciels, SDA, c'est clair que ce rapport de force-là, il peut être déséquilibré contre les villes des fois, malheureusement. Ce qui nous amène à la solution qu'on met de l'avant aujourd'hui, soit le droit à l'explicabilité vraiment comme un principe phare. Donc, c'est face à l'émergence de nouveaux défis qui sont reliés à l'utilisation de technologies. C'est sûr que les villes sont appelées à prendre un leadership et un rôle d'innovation comme gouvernement au niveau de la réglementation qu'elles adoptent et qu'elles développent.
Donc, dans cet esprit, le CJM, ce qu'on constate, c'est que la transparence comme garantie de la protection des droits et libertés des citoyens, la transparence étant le standard qui avait été utilisé pendant plusieurs années, elle n'est peut-être plus suffisante et qu'il faut désormais se tourner vers l'explicabilité. Donc, le droit à l'explication, ça vise à fournir aux personnes qui interagissent avec les SDA le raisonnement qui sous-tend tout traitement automatisé de leurs données et les conséquences de ce raisonnement pour leurs droits et leurs intérêts. Ça vient élever la responsabilité des organisations par rapport à ce qui était demandé sous un modèle de transparence et ça vient aussi augmenter les comptes à rendre aux citoyens de la part de l'appareil municipal. Ça couvre autant les aspects techniques de justification de l'usage et d'évaluation des résultats. Donc, si on pense en termes pratico-pratiques, si on mettait en place un modèle de droit à l'explication, on pourrait avoir des mesures comme rendre publique la description des SDA, accroître la capacité interne d'évaluer les SDA ou encore de créer une capacité de contestation de l'utilisation des SDA. Donc, ça pourrait toutes être des mesures qui sont déployées à ce niveau. Heureusement, Montréal a des leviers qui lui sont disponibles pour s'engager dans ce chemin-là, donc des leviers qui sont principalement économiques et politiques, notamment sur le plan de la réglementation qui se doit d'être créative et innovante, mais aussi qui se doit d'être contraignante, contrairement à par exemple, des engagements, des principes et des politiques de nature aspirationnelle qui sont clairement des pas dans la bonne direction, mais qui ne sont plus assez contraignantes pour faire face aux défis des technologies aujourd'hui. On peut également penser à l'approvisionnement, donc des recours à des fournisseurs qui respectent les principes et les règles qui sont mises en place à Montréal et par le biais de budgets, de projets d'investissement, venir contraindre des acteurs ou influencer des acteurs qui œuvrent sur le territoire à adopter des standards similaires. C'est sûr que la Ville de Montréal a aussi pris plusieurs initiatives et, si tu peux changer de slide, Bencho, elle a pris plusieurs initiatives qui existent déjà. Donc, on peut penser en 2014 à la mise sur pied du Bureau de la Ville intelligente et numérique, qui est devenu le LIUM, le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, qui s'inscrit vraiment dans un tournant vers la ville intelligente qui a été réalisé dans les années 2010. Récemment, on a eu l'adoption de la Charte des données numériques, qui est vraiment une super réalisation qui n'a pas encore de valeur juridique contraignante, mais qui représente clairement un pas dans cette direction. Et en ce moment, en cours, on a la proposition du plan d'action sur les données ouvertes qui s'inscrit aussi dans cette réflexion, dans ce début de dialogue sociétal qui est nécessaire. En termes de difficultés qui sont rencontrées, parce que c'est un enjeu qui n'est pas facile, il faut le reconnaître, on peut penser à l'évolution rapide du domaine des technologies et l'harmonisation entre les secteurs de la ville, qui est une bête assez impressionnante. Donc, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une nécessité d'ouvrir un dialogue sociétal sur les nombreux enjeux particulièrement complexes, comme vous avez pu le voir ce soir, qui découlent de l'utilisation des SDA à la Ville de Montréal. Pour ce faire, on vous présente des exemples d'initiatives inspirantes à l'international. Donc, 5 villes qui ont des profils variés, différents, qui peuvent servir de modèle pour Montréal. Je ne passerai pas à travers tous les exemples, mais brièvement mentionner peut-être celui de Seattle, qui a mis en place une ordonnance qui vient encadrer l'évaluation et l'explication des technologies dont l'utilisation est considérée par la ville avant leur acquisition, afin de s'assurer qu'elles respectent les standards qui sont en place à l'intérieur de la ville. Donc, on vient vraiment mettre un barème et on évalue les technologies avant qu'elles puissent être déployées auprès des citoyens ou à l'interne. Donc, ça, c'est un très bon exemple de droit à l'explicabilité. Et aussi, dans une perspective similaire, Helsinki et Amsterdam, qui ont mis sur place des registres ouverts, des algorithmes qui sont utilisés par ces deux villes afin de fournir des informations quant à leur fonctionnement, aux données qui sont collectées et au traitement qui est fait. Donc, voilà encore quelque chose qui s'inscrit dans l'explicabilité. Comme je vous le mentionnais d'entrée de jeu, tout ça culmine vers nos recommandations, les 15 recommandations que l'on fait aux élus de la Ville de Montréal. On vous en présente 3 ce soir qui représentent bien le cœur de ces recommandations à notre avis. Donc, la recommandation 2, que la Ville de Montréal crée un registre public des données numériques et un registre public des systèmes de décision automatisés qui seront publics, intelligibles et facilement accessibles en ligne. Donc, un peu relativement similaire à ce que Helsinki et Amsterdam ont fait et qui clairement s'engagent dans cette optique d'explicabilité.
La recommandation 4, pour sa part, elle recommande à la Ville d'adopter un moratoire sur l'utilisation ou l'acquisition de technologies de police prédictive jusqu'à la mise en place d'un régime réglementaire qui va garantir le respect des droits de la personne. Comme on vous l'a mentionné, c'est vraiment un exemple de déploiement de technologie avec un haut potentiel de préjudice pour les droits et libertés des citoyens. Donc, voilà pourquoi cette recommandation est faite dans notre avis. Et finalement, la dernière recommandation qu'on met en valeur ce soir, c'est la nomination d'une personne responsable de la protection des données. Et donc, c'est vraiment dans une démarche de créer une imputabilité, une redevabilité aux citoyens qui peuvent avoir des explications de cette personne et du bureau qui en découlerait éventuellement et un processus de traitement des plaintes ou de réponse à leurs questions à travers cela. Donc, voilà pour moi. Ça conclut la présentation. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence ce soir. C'est vraiment un plaisir de voir toutes ces personnes qui sont intéressées par notre avis. Je vous encourage fortement à aller le lire en ligne et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu dans les prochaines années sur des enjeux divers. Donc, merci et Rizwan, je te repasse la parole. Donc, merci Benjamin là, pour cette belle présentation qui synthétise vraiment la notion des systèmes des décisions automatisées ainsi que leur implication pour nous, le citoyen, puis la relation qu'on entretient avec la ville et le gouvernement municipal. Comme tu l'as mentionné, ça entraîne des grosses réflexions sur des enjeux larges tels que les libertés individuelles, la fiabilité et l'efficacité même de tels systèmes. Donc, merci encore pour cette synthèse. J'invite maintenant Madame Nathalie Goulet, membre du comité exécutif responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse, à venir prendre la parole. Donc, Madame Goulet, à vous. Merci beaucoup. Alors, chers membres du Conseil jeunesse de Montréal, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je veux tout d'abord remercier les membres du Conseil jeunesse de Montréal pour ce nouvel avis et aussi pour la richesse du travail que vous accomplissez d'année en année. Vous jouez un rôle essentiel pour l'administration municipale et j'ai le privilège, dans le cadre de mes fonctions, de rencontrer le CJM régulièrement et je dois vous dire qu'à chaque fois, je suis impressionnée par votre rigueur et par votre engagement. Merci pour vos nombreux avis et mémoires ainsi que pour la qualité de votre travail. Que ce soit l'avis sur le logement locatif et les jeunes montréalaises et montréalais, celui sur l'économie circulaire à Montréal ou celui ayant trait à la mobilité des jeunes montréalaises et montréalais de 17 à 30 ans, vous nous informez, vous nous interpellez sur des enjeux centraux et importants pour la jeunesse montréalaise. Vous nous proposez des pistes d'action, vous nous guidez et vous éclairez notre réflexion. Et grâce à votre rôle conseil, nous prenons de meilleures décisions qui prennent en compte les multiples réalités des jeunes dans la métropole. Pour tout cela, en mon nom et en celui de la mairesse Valérie Plante, je vous dis merci. Et ce nouvel avis maintenant du Conseil jeunesse sur l'utilisation par la ville des SDA aborde une question d'actualité qui sera déterminante durant les années à venir. Nous l'avons répété à plusieurs reprises, la Ville de Montréal veut avant tout que les outils technologiques soient inclusifs et au service des citoyens et des citoyennes. Les données jouent un rôle clé en innovation, en développement social et au plan économique. Cela dit, avec la multiplication des outils de captation des données et l'usage grandissant des données analysées pour la prise de décision, il est indispensable de se doter en effet d'outils d'encadrement. Monsieur Herrera en a parlé, la Charte des données numériques de Montréal en fait partie et place la population et le bien commun au cœur de notre approche. Initiée en mai 2019, lors du lancement de la démarche numérique de Montréal et sous la responsabilité de mon collègue François-William Croteau, la Charte des données numériques de Montréal est composée de 13 principes divisés en 3 engagements phares. Cette charte se veut un cadre de gouvernance pour établir les critères éthiques de la collecte des données, de la gestion et de l'utilisation des données numériques par les différents services et arrondissements de la Ville de Montréal. La charte est complémentaire aux cadres légaux existants. Elle est aussi évolutive et pourra être bonifiée au fil du temps avec l'émergence de nouvelles approches. Alors, dans cet esprit, c'est avec ouverture
que nous accueillons cette publication du Conseil jeunesse de Montréal, de même que les 15 recommandations. Nous les étudierons avec intérêt afin d'évaluer de quelle manière la Ville peut aller encore plus loin pour assurer une gouvernance des données encore plus responsable, juste et inclusive. Merci et très bon lancement. Merci encore une fois, Madame Goulet, pour ces mots chaleureux et pour votre soutien constant envers le Conseil jeunesse de Montréal. Nous sommes déjà rendus à la période d'échange et donc pour approfondir sur ce sujet complexe, nous avons avec nous ce soir deux personnes qui ont gracieusement accepté de partager avec nous leur expertise sur la question de la gouvernance des données ainsi que sur les systèmes de décision automatisés. Nous avons tout d'abord Lynn Nantel. Elle est doctorante en études urbaines au Centre Urbanisation Culture, Société de l'Institut national de la recherche scientifique et c'est elle qui a rédigé notre avis. Elle poursuit en ce moment un stage à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Nous avons également avec nous Jonathan Durand-Folco. Il est professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul. Il a notamment publié chez Éco-Société, À nous la ville, et plus récemment, Montréal en chantier, les défis d'une métropole pour le 21e siècle. Merci encore à vous deux d'être avec nous ce soir. Donc, avec le contenu de notre avis, nous avons formulé 5 questions pour vous. Et encore une fois, pour ceux qui nous suivent à la maison, vous aurez également l'opportunité d'interagir avec nous et de nous poser vos questions. Donc, restez avec nous, préparez vos questions et je vous indiquerai les consignes juste après cet échange. Donc, je me lance pour la première question qui s'adresse aux deux panélistes. En matière d'élaboration de politique publique, quels sont les avantages d'utiliser l'explicabilité, c'est-à-dire le droit à l'explication, plutôt que la transparence à titre de concept phare? Peut-être, Madame Nantel, si vous pouvez commencer là-dessus. Oui, ben en fait, merci pour l'accueil. Merci, Benjamin, pour l'excellent résumé que tu as fait des 125 pages, 123 pages. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter concernant l'explicabilité? Benjamin l'a déjà quand même bien décrit. Pourquoi on fait un pas de plus en allant de la transparence à l'explicabilité? Ben, c'est pas non plus, il faut pas prendre ce principe-là comme si c'était la panacée, puis une fois qu'on a l'explicabilité, on a tout réglé, loin de là. L'explicabilité, c'est cette idée de responsabiliser, l'ensemble des acteurs donc qui sont impliqués lorsqu'il y a utilisation d'un système de décision automatisé ou de données. Donc, il s'agit d'expliquer la technique. Donc, il y a vraiment l'aspect plus technique du logiciel, par exemple. Mais il y a aussi toute la dimension qui est importante, qui est celle d'expliquer la nécessité d'utiliser une telle technologie. Donc, il y a vraiment l'aspect justification qui doit se retrouver derrière ce principe-là d'explicabilité. Puis, la justification, elle doit permettre aussi, donc si on parle de justification, on implique nécessairement une compréhension. Donc, il faut qu'il y ait une compréhension de toutes les parties. Donc, on présuppose qu'avec un tel principe, on ouvre un espace de dialogue. Donc, sur la technologie, sur son emploi, sur la façon qu'elle est utilisée, mais aussi sur les résultats qu'elle produit. Tu sais. Donc, je dirais ça. J'aimerais ça entendre Jonathan sur M. Folco, plutôt. Oui, allez-y, M. Folco, lancez-vous, allez-y. Parfait, oui, mais en fait, je dirais de façon complémentaire, j'ai beaucoup aimé cet élément dans le rapport qui dit qu'il ne faut pas uniquement la transparence, c'est-à-dire avoir accès au code source de l'algorithme, accès aux différentes données, parce qu'une fois qu'on a ça en main, la plupart des personnes et même certains experts en intelligence artificielle ne comprennent pas pourquoi l'algorithme ou le système de décision automatisé est arrivé à telle conclusion. Et compte tenu que les systèmes de décision automatisés sont appelés à accompagner, appuyer, conseiller ou même remplacer entièrement l'humain dans certaines décisions qui peuvent affecter la vie des gens, des citoyens, des citoyennes. C'est important qu'une fois que, disons, j'ai un système qui me dit vous avez fait telle erreur, vous avez eu tel accès de vitesse, vous avez commis telle fraude ou tel principe,
pour que je puisse faire appel à la décision et comprendre, c'est important que je sache pourquoi l'algorithme a pris cette décision plutôt qu'une autre. Et le principe de transparence ne permet pas de garantir cette chose-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un niveau de plus, d'après moi, qui est très intéressant dans ce concept, qui est beaucoup en vogue ces temps-ci. Dans la littérature anglo-saxonne, on parle de explainable AI, donc d'intelligence artificielle explicative ou un principe d'explicabilité. Et ce que j'ajouterais aussi, un des éléments qui est impliqué dans ça, c'est qu'on ne doit pas uniquement se centrer sur le respect de la vie privée. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on parle de données personnelles, c'est un peu le thème qui revient automatiquement. Mais ça inclut aussi, et là, dans le rapport, c'est mentionné, des principes de vie privée, certes, de responsabilité, d'équité, de non-discrimination, de sécurité, de transparence. Donc, c'est un principe qui est plus englobant. Et puis, ça doit garantir, en fait, que si des gens, moi, je suis concerné par une décision qui a été prise par un système automatisé, mais que je puisse comprendre pourquoi c'était comme ça. Et si jamais je sens que j'ai subi un préjudice ou un tort, je puisse faire appel par la suite. Donc, je pense que ça doit être au cœur des décisions. Pour moi, c'est un pas dans la bonne direction. On doit aller encore plus loin. Mais le principe d'explicabilité, pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas beaucoup, vous pouvez faire différentes recherches sur les encyclopédies en ligne, Wikipédia et autres. Il y a beaucoup de littérature grise, de littérature scientifique autour de ce concept qui est en vogue ces temps-ci. Donc, je conclurai avec ça. Parfait. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces réponses très éclairantes et en profondeur. Donc, j'enchaîne avec la deuxième question qu'on a. Cette fois, cette question s'adresse à M. Jonathan Durand-Folco. Dans la vie, on adopte les termes système de décision automatisé, tandis qu'en d'autres rapports et recherches, on parle plutôt d'intelligence artificielle. Pourriez-vous offrir à nos participants et participantes une brève définition de ce que sont les systèmes de décision automatisés et peut-être présenter quelques exemples de la façon dont les municipalités commencent à les utiliser au Canada ainsi qu'à l'étranger? Oui, en fait, ce que je dirais, c'est que le concept d'intelligence artificielle, c'est peut-être la notion la plus englobante, mais parfois, juste le fait d'évoquer intelligence artificielle, on peut se confondre dans les termes. Est-ce que des systèmes sont capables de penser par eux-mêmes, d'avoir conscience? Et là, il y a plein de débats ésotériques et métaphysiques autour de l'intelligence artificielle. Quand on parle de système décision automatisé, ça permet un peu de restreindre la compréhension à certains dispositifs particuliers. Et dans ces dispositifs, il faut comprendre qu'il y a plusieurs algorithmes qui sont en jeu, des algorithmes étant une série de procédures d'instruction qui permettent de résoudre un problème ou d'arriver à un résultat X ou Y. Et puis, ça comprend aussi la question des données, parce que l'algorithme n'est pas capable de prendre une décision tout seul. On doit en quelque sorte le nourrir par des données personnelles, par des données biométriques. Ça peut être des données que vous entrez en ligne, des traces que vous faites quand vous parcourez des médias sociaux, des sites web. Ça peut être aussi dans l'espace urbain. Donc, toutes ces données en tant que telles entrent dans un algorithme. Et l'algorithme, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire plusieurs choses. Soit qu'il peut classifier l'information, la modéliser, prédire des comportements. Il va arriver à une sorte de résultat qui va avoir un impact par la suite. Et quand on parle de système de décision automatisé, on se concentre un peu sur le jeu ou le système comprenant différentes données personnelles, algorithmes qui arrivent à des décisions qui sont en partie ou entièrement automatisées. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on va accorder un prêt bancaire à un individu? Puis là, dans le système, par exemple, des assurances ou dans les banques, on va se mettre de plus en plus à utiliser différents systèmes de décision automatisés. Mais disons, dans le monde municipal aussi, au niveau de différents appareils dans le mobilier urbain, les systèmes d'éclairage automatisés, ça peut être dans différents abribus, comme on en parle dans le rapport. Tous ces petits systèmes, ces petits algorithmes sont mis en place. Et puis, ça nous permet de voir plus clair, en fait. Quand on parle d'un système de décision automatisé, c'est un algorithme précis, puis on doit aller voir c'est quoi ses conséquences, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur tel type de groupe, sur tel individu. Donc, je dirais que c'est un peu l'utilité, c'est de restreindre le champ de notre étude pour être capable de comprendre les conséquences pratiques que ça peut avoir sur différents groupes dans la société. Donc, je commencerai par ça, puis peut-être que Lynn va avoir des choses à ajouter à propos de cette brève explication.
Non, en fait, c'est exactement ce qu'on a essayé d'aller cerner justement en utilisant le système de décision automatisé. Ce qu'on voulait pas, c'est on voulait essayer justement écarter la notion trop floue de l'intelligence artificielle, puis de s'assurer qu'on prenne le système de décision automatisé, mais ses conséquences, sa conception en amont, donc ses données, et jusqu'à... Donc, on inclut vraiment dans une logique de système tout ce que ça peut inclure. Voilà. Parfait, bien, merci beaucoup, Jonathan, pour ces explications-là en profondeur, là. La question 3 que nous avons maintenant, qui va s'adresser à Lynn Nantel. Donc, Montréal est devenu un pôle mondial de la recherche en intelligence artificielle. Dans quelle mesure notre ville utilise-t-elle ces systèmes de décision automatisés? Et là, la grande question qui a demandé beaucoup d'enquêtes. Non, mais c'est surtout que... Parce que là, juste Jonathan, par exemple, vous faisiez allusion aux prêts bancaires et tout. Donc, souvent, ce qu'on va lire quand on lit sur les systèmes de décision automatisés, sur les algorithmes et tout, on a de la difficulté, d'une part, à circonscrire qu'est-ce qui se passe au niveau vraiment municipal. On a beaucoup d'exemples sur plein de situations qui peuvent se produire à différents niveaux législatifs, par exemple, notamment sur des gouvernements plus gros, donc fédéraux, nationaux et tout. Donc, comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de la ville, qu'est-ce qui est utilisé au niveau de la ville, c'était vraiment tout un défi. Puis, je dois dire que quand j'ai approché des gens au niveau de la ville, bien souvent, on me disait, ben non, nous, à Montréal, on est une ville intelligente, mais on n'en utilise pas. J'ai eu souvent cette réponse-là, on n'en utilise pas, on n'a pas de logiciel. Pourtant, quand on creuse, on regarde sur les projets, on voit bien que non, on n'a pas des systèmes biométriques où on a des capteurs à chaque coin de rue, comme certaines villes en Asie, ça c'est certain, on est à 100 lieues de là. Sauf qu'il y a quand même des projets qui se mettent en branle, puis c'est pour ça qu'on a voulu parler un peu de l'idée du laboratoire, parce que Montréal met beaucoup de l'avant cette idée-là d'expérimentation. Maintenant, on a mis de l'avant l'expérimentation encadrée, donc mais les villes sont des lieux d'expérimentation. On a juste à penser à le Quayside à Toronto, qui a été quand même un quartier de Toronto qui est clairement emblématique de qu'est-ce que peut être un quartier laboratoire. Mais on n'est pas là, c'est sûr, à Montréal, sauf que en creusant, c'est ça, on a quand même constaté qu'il y avait des projets qui étaient en branle, dont des algorithmes de reconnaissance, d'estimation, de densité des foules. Donc, c'est des algorithmes qui vont permettre de un peu calculer, par exemple, à la place des spectacles, est-ce qu'il y a trop de monde? C'est sûr que ça permet d'aviser des systèmes, des services de sécurité autour pour dire, ben là, il y a quand même une concentration de gens et tout. On nous garantit que c'est pas un système qui permet une reconnaissance biométrique. On permet juste de reconnaître une forme humaine. Mais on sait qu'on peut paramétrer la caméra différemment pour arriver à une reconnaissance faciale, par exemple. On est à 2 pas de ça, tu sais. Donc, il ne s'agit juste de savoir que ces systèmes-là existent, en fait. D'autres expériences qui sont en cours, ben, c'est depuis 2018, le laboratoire LabVie, qui est, laboratoire, je m'excuse, là, j'ai un blanc soudainement, là, de vie, c'est vie intelligente ou quelque chose du genre, qui est au quartier de l'innovation, pardon. Donc, le but, on développe plein de projets, dont un des projets, c'est de développer un abribus intelligent. Donc, on veut que l'abribus fasse de la reconnaissance d'émotions. Pourtant, quand on lit sur le projet, on voit que c'est un projet qui est en collaboration avec Vidéotron. Le quartier de l'innovation, c'est le laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente. Merci. Donc, on sait que c'est un projet qui est financé, en fait, par tous les paliers de gouvernement, là, tant Canada, la province du Québec et aussi par la ville. C'est un projet qui est mis de l'avant, qui est coproduit avec Vidéotron.
Puis là, on va faire de la reconnaissance d'émotions. Donc là, on se dit, l'idée, quand on lit le projet, on se rend compte, mais ce qu'on veut faire, c'est de faciliter, de reconnaître, d'identifier l'achalandage dans une station, puis de pouvoir faire venir des autobus assez rapidement. On peut se dire, c'est louable comme cause, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème à ça. Pourtant, pourquoi on veut faire de la reconnaissance d'émotions? En quoi ça devient important et pertinent pour le bien commun qui est une amélioration du transport en commun? Il n'y a pas de... Donc, c'est ce genre de projet-là qu'on voit qui sont en branle, puis on ne connaît pas les réelles finalités. C'est ça, en fait, qui est un peu fâchant dans la rédaction de l'avis, c'est qu'on avait des systèmes comme ça, mais on ne savait pas... quelles étaient réellement les finalités? Bon, en plus, Benjamin t'en a parlé, il y a l'application de lecteur de plaques d'immatriculation qui est utilisée par le service de police. Maintenant, on a su que le SPVM nous a rendu une décision, nous a rendu en fait un commentaire sur son site Internet sur comment il utilise ce système-là, donc quelles sont les données et à quelle fin. Sauf qu'on sait aussi que le projet, l'Agence de mobilité durable de Montréal, utilise la même technologie pour développer un système de stationnement intelligent. Donc là, sur le site Internet, encore là, tout ce qu'on a comme information, c'est qu'on nous dit qu'on va utiliser et recueillir les informations de manière sécuritaire. Donc, c'est ce genre d'information qui ne suffit pas, tu sais, donc, en gros, c'est pas mal ce qui était utilisé par la Ville de Montréal. Pour ce qui est de la reconnaissance faciale, on a su qu'il n'y avait pas eu d'utilisation dans le cas du cas qui a fait grand vent, le cas de Clearview AI. On sait que le SPVM n'a pas utilisé cette technologie-là. Toutefois, la Commission de sécurité publique de Montréal vient de déposer un rapport parce que parallèlement à la rédaction de notre avis, la commission avait été mandatée, elle, pour produire un rapport sur l'utilisation de la reconnaissance faciale et la technologie LAPI notamment. Puis, la commission est arrivée à l'information que oui, le SPVM n'avait pas utilisé la reconnaissance faciale du logiciel Clearview, mais elle demande quand même de fournir à la commission un rapport sur l'utilisation de logiciels depuis 2016. Donc, on peut supposer que ce logiciel-là, dans le cas précis, n'a pas été utilisé, mais est-ce qu'il y a d'autres logiciels qui, eux, l'ont été? On ne sait pas encore. Donc, c'est ce genre d'information-là. La conclusion, c'est que l'information est extrêmement fragmentaire. On a peu accès à l'information. Il n'y a pas de transparence. Et c'est très, très, très fragmenté comme information. Parfait. Merci pour cette réponse très détaillée. Je vais rapidement passer à la prochaine question. On me dit qu'on est en manque de temps. Donc la question 4, cette fois, à nos deux panélistes, quels sont les plus grands risques pour la vie privée, l'équité et l'inclusion lorsque les municipalités et autres institutions publiques déploient des systèmes de décision automatisés? Peut-être pour commencer, M. Durand-Folco. Oui, je dirais en premier, il y a tout l'enjeu, la question de la vie privée, de la surveillance des comportements qui peut venir, en fait, si la ville rend possible, permet, même encourage la multiplication de dispositifs d'expérimentation, de capteurs, de systèmes de reconnaissance faciale des émotions dans notre espace public. Donc, ce que ça peut faire, entre autres, du moins de ce que j'ai compris de l'avis, puis je vais aller enquêter un peu plus, c'est en lisant cet avis que j'ai appris l'existence de ce projet d'abribus intelligent. Ça sert, entre autres, à optimiser les processus de publicité ciblée en temps réel en fonction de ce qui se passe autour. Donc, c'est la même logique qui est appliquée sur les médias sociaux, Google, Facebook, compagnie, qui sont principalement des boîtes de publicité, en fait, comme Facebook, 98% de leurs revenus, c'est des revenus publicitaires parce qu'ils sont capables d'avoir suffisamment d'informations sur nous pour prédire des comportements, pour vendre cela sous forme de produits à des annonceurs qui vont cibler parce qu'ils connaissent des émotions, ils peuvent anticiper ce qu'on fait, nos choix, nos préférences. Et la logique, en fait, de beaucoup de compagnies, de start-up, pas toutes d'entre elles, parce que je pense qu'il y a plein d'applications extrêmement utiles, bénéfiques pour le bien commun, mais celles qui sont davantage financées,
c'est pour financer des projets qui vont être lucratifs parce qu'on va vendre de la publicité, on va mieux cibler des comportements, on va mieux prévoir comment les gens vont se comporter. Donc, je pense qu'il y a tout un enjeu à la fois de vie privée, mais de contrôle des comportements, des conduites, avec des systèmes de nudge. Il y a beaucoup de travaux sur la question de la gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire comment les systèmes de décision automatisés peuvent anticiper des comportements. C'est des machines à prédire pour la plupart, mais vont même parfois être utilisées pour orienter, donner un petit coup de pouce, sans que ça soit une forme de contrainte très visible, mais pour orienter les conduites. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui peuvent être faites dans l'espace urbain. Deux autres éléments rapidement, ce qui est mentionné aussi dans leur rapport de façon très claire pédagogique, c'est toute la question des injustices algorithmiques qu'on peut appeler de façon large. Donc, comment les systèmes d'oppression en termes de discrimination sexiste, raciale et autres peuvent être en quelque sorte amplifiés ou automatisés par des biais algorithmiques. Donc, on pense, comme on a dit, que les algorithmes, c'est des entités neutres, objectives, basées sur des données fiables, ou ainsi de suite, mais il peut y avoir des biais dans la programmation et dans le jeu de données qui permettent de nourrir et d'entraîner les différents algorithmes. Donc, toutes ces différentes oppressions qui peuvent être amplifiées, les discriminations possibles, c'est tout un champ de la littérature et vraiment, il y a plusieurs villes, finalement, qui ont décidé dans les dernières années, et c'est un peu aussi indiqué dans le rapport, d'abandonner certains systèmes ou de mettre ça sur la glace, de mettre une pause parce qu'ils se rendaient compte qu'ils se mettaient à expérimenter ça un peu à la va-vite, sans prendre en considération les impacts possibles sur les discriminations. Donc, il y a cette chose-là. Pour conclure, troisième élément, je dirais aussi de garder une certaine vigilance sur les partenariats publics-privés. Parfois, ça peut être bénéfique si c'est bien encadré, si c'est bien fait, mais parfois, dans certains cas, c'est qu'on confie la gestion d'infrastructures, de services publics, de contrôle du système d'éclairage urbain, d'ordures, de trottoirs et autres choses à des compagnies privées qui développent une puissance de calcul extrêmement grande qui peut, certes, peut-être permettre de faire économiser des coûts à la ville. Et là, de plus en plus, il y a une littérature sur service as logiciel software as a service. Et on pourrait penser que ça va généraliser avec la ville. Des villes comme puis des compagnies comme Amazon compagnie peuvent dire on va vous offrir le cloud, en fait, l'infrastructure infonuagique pour entreposer vos différentes données. On vous garantit que ça respecte la vie privée, mais en échange, on vous donne aussi plein d'outils d'intelligence artificielle pour optimiser vos systèmes de traitement interne dans l'administration publique, pour optimiser vos systèmes d'éclairage, pour optimiser tel processus urbain. Et là, je pense qu'il y a un risque, en fait, de la mainmise potentielle des géants du numérique sur comment fonctionne, va être contrôler la ville. Donc, je dirais que c'est des risques à prendre en considération. Oui, moi, j'irais aussi avec un complément d'un risque. Jonathan on a parlé concernant toute l'injustice algorithmique qu'il y a derrière souvent des systèmes de police prédictive qu'on voit beaucoup, donc qui sont utilisés par les systèmes de police. Aussi des technologies d'identification, de reconnaissance faciale. On sait qu'il y a un taux vraiment d'erreur beaucoup plus élevé chez les personnes avec une peau plus foncée versus donc ils sont plus à risque de vivre une identification erronée. Mais aussi, il y a aussi dans des logiciels puis on en parle moins, mais des logiciels d'attribution des ressources, de distribution des ressources. Donc, on pense à un logiciel qui est quand même utilisé aux États-Unis et au Canada dans les villes, puis qui a été aussi mis en place de manière implantée, là, non pas par un logiciel extérieur, mais que la ville a développé à London. Mais c'est des logiciels d'attribution des ressources aux personnes qui sont à risque de vivre une situation d'itinérance chronique. Donc, qu'est-ce que fait le logiciel? Ben, c'est qu'il permet de donner un score de risque à la personne, puis en fonction de son score de risque, on va lui attribuer ou non, par exemple, un logement ou d'autres services. Donc, ce qui est problématique avec ça, c'est que quand on fonde la décision que sur un traitement automatisé comme ça, par exemple, une attribution de service, ben, on peut penser à une personne qui aurait vécu dans un milieu carcéral, un ex-détenu, par exemple, où on lui pose la question « Avez-vous eu un domicile fixe dans les 6 derniers mois? » Puis il répond « Oui. » Mais il y aurait un score de risque diminué, mais donc, ce qui veut dire aussi, c'est que sa possibilité d'obtenir un service serait lui aussi diminuée. Donc, il y a dans cette attribution-là, il faut penser en contexte on est beaucoup dans des budgets réduits
ressources réduites. Donc, on met une technologie pour gérer l'attribution de ce type de ressources-là. Donc, souvent, ça peut créer ce type de situation-là où on exclut des gens complètement de service, mais sous la base de systèmes qui nous permettent de le faire. Bref, Parfait. c'est à garder en tête. Merci encore pour vos interventions. Puis rapidement, la dernière question et non la moindre, à votre avis, à la lumière des 15 recommandations que nous avons formulées, le Conseil là, à la Ville de Montréal, quelle devrait être la priorité pour la Ville là, en matière d'action à entreprendre afin d'assurer une utilisation juste, responsable et inclusive là, des systèmes de décision automatisés? C'est une grosse question, mais c'est rapidement, voilà, je vous lance ça. Peut-être que je peux me lancer ou Lynn peut-être peut Oui, compléter. allez-y, allez-y. Parfait. Donc, pour ma part, en fait, il y en a plusieurs. Je pense qu'ils doivent tous être appliqués. Si j'avais peut-être en prioriser une ou deux, je dirais de lancer d'emblée une consultation publique indépendante. Donc, je pense que le présent rapport, cet avis qui a été fait, qui est très exhaustif, mais il y a beaucoup d'autres compléments qui pourraient aller être cherchés, peut-être avec une initiative citoyenne pour s'emparer ou sinon initiée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, de l'Office de consultation publique de Montréal, une grande enquête sur la question des systèmes de décision automatisés, mais peut-être aussi la gouvernance des différentes données numériques, l'intelligence artificielle, l'avenir des services publics ou en lien avec toute sa question du numérique. Peut-être que ce serait très large, mais il faudrait un peu mettre un contour, puis établir des mécanismes de participation publique, puis une discussion publique beaucoup plus large sur ce type d'enjeu. Donc, on parle beaucoup de villes intelligentes, on voit que c'est dans l'air du temps, on parle d'IA, il y a plein de documentaires qui sont disponibles en ligne, mais c'est comme si le débat public était un peu en retard sur la question, et je pense que ça va être vraiment important de faire ça. Et entre-temps, de façon complémentaire, d'avoir une forme de moratoire sur certaines technologies de surveillance les plus problématiques à court terme sur les technologies biométriques, la police prédictive, comme ça a été nommé. Donc, on met ça sur la glace, on prend le temps de prendre un pas de recul, réfléchir à ce qui se passe. Et par la suite, ce qui va être essentiel de faire, d'après moi, puis je vais conclure avec ça, c'est dans quelque sorte institutionnaliser, donc créer une instance dans la ville de Montréal, ou plusieurs instances. Il y a actuellement le LIUM, Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, qui fait, je pense, du très bon travail, mais ça ne peut pas juste être cette instance-là qui s'occupe de tous ces systèmes d'intelligence artificielle, de données numériques, de données ouvertes et ainsi de suite. On doit en quelque sorte créer peut-être un bureau beaucoup plus important, certains responsables de protection des données personnelles, certains, en fait, une forme d'observatoire qui serait, puis là, c'est proposé dans le rapport, avec une gouvernance, avec une diversité d'expertise, non seulement des experts, des gens de communautés concernées, des personnes de tous les quartiers de Montréal, peut-être pas de tous les quartiers, mais de plusieurs, pour pas que ce soit juste des gens qui aient juste un profil d'informaticien, il en faut, mais avoir des gens qui sont dans les groupes communautaires, qui sont dans le milieu des technologies, milieu des sciences humaines sociales, pour essayer de comprendre en fait l'enjeu des technologies, des systèmes automatisés de façon complète et à 360 degrés, alors que souvent les gens qui vont prendre des décisions, c'est plus dans une logique d'investissement, d'expertise, d'optimisation de processus, mais on ne pense pas à l'être humain, aux injustices sociales ou au manque un peu au manque de démocratie, de transparence et d'explicabilité qu'il peut y avoir derrière ces systèmes. Donc, je dirais, ça serait mon souhait de voir ça se concrétiser, disons, dans la prochaine année ou dans les 2-3 prochaines années qui s'en viennent. En fait, rapidement, là, moi, je pense que j'aurais de la misère à... Je les ai produites, ces recommandations-là. J'aurais de la misère à en choisir juste une. Sauf que je dirais seulement que, je dirais que Montréal s'est doté d'une charte. C'est un premier pas, c'est un document de principe, mais elle doit vraiment mettre en place un plan stratégique. Et il faut aller de l'avant. On ne peut pas se permettre de juste rester à la remorque. Puis je pense que ce qu'il faut, c'est de prendre les devants. Elle a les leviers pour prendre les devants. Elle a les compétences pour le prendre. Il faut le faire. Puis voilà, il faut sortir de la posture qui est quand même dite dans la Charte des données d'être une posture de vigilance. Il faut aller plus loin qu'une posture de vigilance. C'est pas suffisant. Il faut vraiment... Puis je pense que mettre en action les recommandations qu'on a mises de l'avant, ça permet justement ce pas de plus qu'une posture de vigilance. C'est pas suffisant. Voilà.
Merci à vous deux là, pour vos réponses super éclairantes. J'espère que ces interventions ont permis à nos participants et participantes de mieux saisir l'ampleur et la pertinence de nos recommandations. Et aussi, merci à vous là, de partager votre expertise en le domaine. Donc, on est maintenant rendu à la période des questions. On me dit qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais nous avons tout de même le temps de prendre 2 questions environ, donc de la part du public. Donc, comment ça fonctionne? Il faut utiliser le chat. Donc, vous pouvez soit écrire directement votre question en indiquant à qui elle s'adresse, ou vous pouvez indiquer votre intérêt dans la conversation pour poser votre question oralement. Vous pouvez adresser nos 2 panélistes ainsi que notre président, M. Benjamin Herrera. Je tiens à mentionner que nous allons considérer uniquement les questions qui portent sur notre avis et nos recommandations. Donc, j'ai peut-être une question. Donc là, moi, je reçois les questions, puis j'essaie de les trier en même temps. Donc, vous me pardonnerez pour le petit moment. Parfait. Bon, bon, je vais y aller avec la première. La question est un peu longue, mais on me dit ici de Madame Elizabeth Simpson, vous pardonnerez mon manque de vocabulaire, mais l'utilisation des SDA ne risque pas de freiner l'innovation liée à notre créativité. Je laisse vous prendre la balle au bon, là, les deux. Et ainsi que Benjamin, là, si tu as des interventions à faire aussi. Tu peux y aller, Jonathan. Pour moi, en fait, c'est une question sur l'enjeu de la créativité. De ce que je comprends, les systèmes de décision automatisés, comme plusieurs technologies algorithmiques qui sont utilisées à l'heure actuelle, qui font partie de la grande famille de ce qu'on appelle l'IA étroite, donc l'intelligence artificielle étroite, c'est pas une intelligence artificielle capable de s'adapter à différents contextes, d'innover, d'improviser, d'être comme un peu comme on peut voir dans les films de science-fiction, un genre de robot d'Android qui est capable d'apprendre puis d'inventer des nouvelles choses. C'est vraiment, en fait, des technologies qui permettent d'accomplir des tâches très précises avec une grande efficacité, parfois un peu variable, ça peut être amélioré. Puis, ça permet en fait d'optimiser des processus. Et de plus en plus, comment est-ce qu'on utilise ces différentes technologies? C'est pour optimiser des choses. Disons, l'éclairage un peu dans le mobilier urbain pour s'adapter en temps réel. C'est le principe un peu du thermostat ou de la cybernétique qu'on applique maintenant parce qu'on a des technologies efficaces pour faire plein de choses. Est-ce que les êtres humains, de façon générale, les citoyens, on va devenir de plus en plus bêtes parce qu'on va arrêter de réfléchir par nous-mêmes, de laisser nos décisions à des algorithmes qui vont prendre des décisions à notre place? Pour moi, je n'ai pas de crainte à court terme, mais s'il y a une confiance aveugle envers les différents algorithmes, puis de plus en plus, on va mettre des systèmes de décision automatisés pour prendre une série de décisions, et peut-être dans une expérience de pensée ou dans un monde dystopique, on pourrait dire on a une super IA capable en fait de remplacer le gouvernement ou le conseil municipal parce qu'ils ont des résultats beaucoup plus efficaces, sont capables de maîtriser un jeu de données, de variables, de paramètres qu'aucun être humain n'est capable de faire. Est-ce qu'on va pouvoir se dispenser la démocratie à moyen long terme? En fait, je ne pense pas que ça va arriver du jour au lendemain, peut-être dans un horizon dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. J'espère que ça ne va pas arriver. Mais je pense qu'il faut garder une vigilance parce que de plus en plus, ces différents systèmes vont prendre en charge les choses, puis pour des raisons d'efficacité, parce qu'on manque de temps comme individu, comme administration municipale, on est sous pression avec plein de contraintes, on va être poussé à se fier de plus en plus à ces micro-logiciels automatisés qui vont prendre des décisions pour nous à notre place avec des recommandations. Donc, ça pourrait éventuellement nous enfermer un peu dans des sillages, dans des voies déjà tracées d'avance. Et c'est pour ça, d'après moi, qu'il ne faut pas en fait attribuer toute une confiance à ces différents systèmes. Parfois, ils peuvent être utiles dans des contextes très précis définis. Dans d'autres contextes, je dirais qu'il faut garder une vigilance et ne pas avoir recours à ce genre de dispositif. C'est une réponse un peu générale à la question qui était posée ici, puis peut-être que je n'ai pas répondu bien à la question. Parfait. Madame Nantel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Mais non, Jonathan a déjà largement expliqué. Là, ça me suffit comme réponse. Parfait. Je vois qu'il y a peut-être une autre question. Donc, que pensez-vous de l'idée d'adopter un règlement municipal
pour encadrer le déploiement de tels systèmes sur le domaine public par un tiers. Puis là, je crois que par système, on s'intéresse au système de décision automatisé. Là. Donc, je vous laisse la parole à nos intervenants. Bien, en fait, l'idée d'adopter un règlement municipal est tout à fait pertinente, là, surtout lorsqu'on parle de déploiement de systèmes de capteurs. Je pense que Montréal a la capacité de légiférer sur son espace public et elle doit le faire. Donc, toutes les personnes qui installent des capteurs et qui veulent capter des données, on devrait être en mesure de savoir où ils sont installés, qui les capte et qui les utilise. Puis il faut que ça passe par un règlement municipal. Autrement, on n'aura pas de... Ça va être difficile d'avoir une vue d'ensemble, un état des lieux de qu'est-ce qui est capté dans l'espace public, puis qu'est-ce qui est... donc, c'est une condition, à mon avis. Peut-être pour un peu rebondir sur la question que je trouve très, très intéressante, je crois en fait que la personne, Pierre-Antoine Ferron, a vraiment raison de montrer que l'approche de la ville intelligente de Montréal a une couleur particulière. Puis je pense que c'est une force de Montréal par rapport à différentes villes dans le monde. Il y a beaucoup de modèles de smart cities, de villes intelligentes qui sont essentiellement technocentriques, donc centrées sur des solutions techniques à court terme sans penser à l'aspect environnemental, social, participation citoyenne. Puis la Ville de Montréal a cette volonté de concilier la dimension économique, sociale, environnementale ensemble, un peu avec une approche de développement durable, ce qui est bien. Mais pour ma part, en fait, je pense qu'en termes d'enjeux que pose notre économie numérique à l'heure actuelle, les défis environnementaux, transition sociale, écologique, on doit aller même un peu plus loin. Puis je pense qu'une des villes dans le monde que j'ai eu la chance d'étudier un peu plus près dans le cadre d'un projet de recherche sur les communs urbains, puis on en parle un peu dans le rapport aussi de la vie sur les systèmes SDA, c'est la ville de Barcelone, qui n'adopte pas uniquement une approche de transparence, de participation large, de consultation, mais une approche basée sur la vision de la souveraineté la souveraineté technologique ou numérique, c'est-à-dire une réappropriation collective des infrastructures logicielles données dans une optique, en fait, à la fois de logiciels libres, de code ouvert, de commun, de contrôle démocratique, en fait, de la question numérique. Et je pense que la ville de Barcelone est en train d'expérimenter à l'heure actuelle toute une série de dispositifs, législation, d'encadrement. Ils sont beaucoup plus critiques face, par exemple, à certaines grandes entreprises comme Airbnb et d'autres géants du numérique pour dire on veut que la ville de Barcelone reprenne contrôle sur son avenir numérique. Et je pense que si j'avais à faire un spectre, il y a l'approche qui est totalement non critique, qui est très problématique de la ville néolibérale technocentrique, d'une part. Il y a la ville de Montréal qui fait un bon compromis à l'heure actuelle puis qui est dans la bonne direction. Mais je pense que face aux enjeux, il faudrait aller plus loin puis aller voir du côté de Barcelone où là, il y a vraiment une couleur particulière puis des choses à aller prendre comme exemple et source d'inspiration. Madame Nantel, est-ce que vous désirez ajouter quelque chose? Non, on a mis Barcelone dans les cas exemplaires. Parfait. C'est parfait. Bien, merci encore une fois pour vos interventions. Ceci met fin à la période des questions du public. Par faute de temps, on aurait aimé prendre plus de questions. Mais c'est cela, le temps passe si vite et nous sommes déjà rendus à la fin. J'aimerais prendre l'occasion pour les quelques instants qui me restent avec vous pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet avis et à l'organisation de cet événement. Tout d'abord, j'aimerais très chaleureusement remercier Lynn Nantel qui a procédé à la recherche et à la rédaction de cet avis. Elle nous a accompagnés à travers cette démarche qui a été assez ardue, qui a été assez longue, complexe et plus complexe et longue qu'on l'avait imaginé au départ. Donc, elle a réalisé un travail rigoureux et a fait preuve d'ouverture et d'adaptation tout au long du processus de co-construction. Merci aux personnes qui ont accepté de rencontrer Lynn dans le cadre de la série d'entretiens et merci également à Anna Branducescu d'avoir accepté de rédiger la préface de notre avis. Merci à Édith Sancartier qui a assuré la révision linguistique de l'avis, à Diane Morin pour la conception et la réalisation graphique et à Nicole Kennedy pour la traduction de la synthèse. Un grand merci à nos panélistes d'avoir accepté de contribuer à notre événement ce soir.
Enfin, et je tiens à remercier l'ensemble des membres du Conseil jeunesse de Montréal pour leur implication tout au long de ce processus. La secrétaire recherchiste du Conseil, Mme Geneviève Coulombe, Molly Dujardin, contractuelle en communication, qui a vraiment brillamment coordonné la réalisation de cet événement virtuel, accompagné par Ève-Marie Lauzon, stagiaire en communication. Pour ceux et celles qui souhaitent consulter notre avis et sa synthèse, je vous encourage et vous invite fortement même à vous rendre sur notre site internet cjmtl.com dans l'onglet Publications pour savourer les fruits de notre travail. Je vous remercie d'avoir été parmi nous ce soir. Continuez de nous suivre sur Facebook et Twitter pour connaître nos prochains événements et nos travaux de recherche qui porteront sur les pratiques des jeunes montréalais et montréalaises dans les espaces publics la nuit. Donc, merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous.